toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce 4e webinaire sur la CSRD organisé par AEF Info. Alors ça ne vous aura pas échappé, le contexte autour de la directive européenne sur le reporting de durabilité est actuellement très instable. Chez AEF Info, lorsque nous avons lancé ce cycle en janvier 2024, le déploiement de cette norme, qui je le rappelle, impose aux entreprises de faire la transparence sur les impacts, les risques et les opportunités qu'elles font peser sur leur écosystème, ne faisait aucun doute. Aujourd'hui, on est un peu plus d'un an plus tard et force est de constater que la situation a largement évolué. Malgré l'adoption du texte en novembre 2022, la CSRD est actuellement attaquée de toutes parts. Ce qu'on lui reproche, sa complexité, la charge administrative et le coût financier qu'elle fait peser sur les entreprises et notamment sur les TPE et les PME et les ETI. Donc face à toutes ces critiques, le 26 février prochain, la Commission européenne va présenter ce qu'on appelle un paquet omnibus, au sein duquel un certain nombre de propositions doivent être inscrites afin d'alléger la charge normative qui pèse sur les entreprises et donc de simplifier ce reporting. En vue de ces annonces, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont fait remonter leurs demandes. Il y a des demandes de simplification du nombre de data points et, dans le cas de l'Allemagne, une demande de report de 2 ans du texte. Mais ces demandes interviennent alors que les grandes entreprises, les entreprises de la première vague, ont déjà préparé leur reporting qu'elles doivent diffuser dans les semaines à venir à l'occasion notamment de la saison des AG. Et c'est justement à ces entreprises pionnières que nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole. Comment se sont-elles organisées pour répondre à la CSRD? Quels ont été les freins et les difficultés auxquelles elles ont été confrontées? Et au-delà du contexte politique dans lequel on est actuellement, quels sont les principaux enseignements qu'elles retirent de ce premier exercice et quelles sont leurs attentes en vue du paquet omnibus et de la simplification? Donc, pour répondre à ces questions, 3 intervenants avec nous ce matin. Clément Janin, directeur RSE du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, Lénaïque Pinault, directrice RSE du groupe JC Deco, et Pierre-Yves Bourlot, directeur développement durable de Séché Environnement, par ailleurs président d'Oré. Bonjour à tous les 3 et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant de rentrer dans le vif du débat, je voudrais juste vous rappeler qu'à la fin de cette table ronde, on va prendre une série de questions, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. On récupérera les questions et on les posera à nos intervenants. Bonjour encore une fois à tous les 3. Et pour bien qu'on comprenne comment vos entreprises se sont préparées à la CSRD, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots, d'une part, le secteur d'activité, le périmètre d'activité de vos entreprises et la manière dont la fonction RSE y est structurée? Peut-être Lénaïque Pinault, je vous passe la parole pour commencer. Merci Adeline, bonjour à tous. Donc JC Deco, nous sommes une entreprise de médias. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons également du mobilier urbain. Donc, nous opérons location publicitaire, mais aussi, bien évidemment, l'abribus. Et tout cela financé par la communication extérieure des grandes entreprises. Donc, JC Deco, c'est 80 filiales à travers le monde, plus de 12 000 collaborateurs. Aujourd'hui, dans ma direction, nous sommes plus d'une vingtaine de personnes. Nous sommes structurés en 4 pôles et l'un des pôles qui est en charge de la CSRD est bien évidemment le pôle extra-financier, performance et risque. Et donc, en termes de CSRD, c'est un long cheminement qui a démarré début 2023 avec un exercice de double matérialité et je pense qu'on reviendra sur cet élément qui est la pierre angulaire véritablement de la CSRD. Et depuis, nous avons réalisé un certain nombre d'exercices comme une comparaison entre l'exercice de la DPEF et de la CSRD pour identifier les choses que nous devions formaliser, sur lesquelles nous engager. Et nous avons aussi identifié les nombreux data points quantitatifs et qualitatifs auxquels nous devrions nous soumettre. Et en ce moment, nous sommes en phase de finalisation de notre rapport et des échanges intenses avec nos auditeurs de durabilité. Merci beaucoup Pierre-Yves Bourlot. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Bourlot, moi je suis en charge du développement durable pour le groupe Séché Environnement. Alors Séché Environnement, c'est un groupe familial industriel qui travaille sur les questions d'économie circulaire, de gestion des déchets. Donc, une thématique de l'environnement. On fait aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. On compte 6 000 collaborateurs à travers le monde et on a plus d'une centaine de filiales. J'ai aussi la chance de présider une association qui s'appelle Oré. Oré est une organisation multipartie prenante qui regroupe des grands groupes
des ETI, des PME, des associations environnementales, des collectivités locales, des organismes publics, plus de 200 membres qui travaillent sur 3 priorités. Première priorité, l'économie circulaire. Deuxième priorité, les questions de biodiversité. Et troisième priorité, la question de performance extra-financière, donc dans lesquelles on retrouve les sujets de CSRD. Et donc, comment est structuré pour le groupe Séché les questions de publication extra-financière et de manière générale d'enjeux environnementaux et plus largement d'enjeux RSE, c'est au sein de la direction des développement durable qui en fait publiait historiquement ce qu'on appelait la DPEF, déclaration de performance extra-financière, donc qui a été une première étape avant la prochaine publication du rapport durabilité. Donc, qui nous a permis de monter en compétences et sur la collecte de la donnée, et sur des audits internes, et sur le contrôle de la donnée avec des audits externes avant nos publications. Merci beaucoup. Clément Janin, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, Clément Janin, je suis directeur développement durable du groupe Unibail Rodamco Westfield. Nous développons et nous opérons un portefeuille de centres commerciaux en Europe et aux États-Unis. C'est un peu plus de 70 actifs de commerce dans 12 pays au total. Vous connaissez sans doute certains des plus grands, Westfield Les Quatre Temps, Westfield La Part-Dieu à Lyon ou le Forum des Halles à Paris. Et nos actifs rassemblent à peu près 900 millions de visites par an. On opère aussi un portefeuille de bureaux essentiellement à Paris et des centres de congrès et expositions dans la région de l'Île-de-France. Notre approche de durabilité, elle est très intégrée à la stratégie de l'entreprise. On a beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment sur comment c'est intégré dans la création de valeur de l'entreprise. Et c'est une approche qui est portée par Sylvain Moncouquiol au sein du directoire de l'entreprise, auquel notre équipe est rattachée. On est une équipe qui pilote une approche qu'on appelle Better Places, qui est structurée en 3 grands volets: la transition environnementale, les expériences durables qui touchent au contenu présent dans les centres commerciaux, et un dernier volet qui est la contribution à la création de valeur sur le territoire, et qui intègre aussi toute la partie RH, transformation interne de l'entreprise. Et l'équipe s'appuie aussi en parallèle sur l'ensemble des métiers du groupe. On a une approche qui avait vocation et qui a toujours vocation aujourd'hui à intégrer vraiment fortement la durabilité dans les différents métiers de l'entreprise. Et on s'appuie également sur une communauté de référents développement durable dans chacun des pays du groupe. Merci beaucoup. Pour revenir un peu directement et entrer directement dans le cœur du sujet de ce webinaire, Clément Janin, Unibail Rodamco Westfield fait partie des entreprises qui, dès 2024, sur les données de 2023, a publié un premier rapport de CSRD, en tout cas modèle CSRD. Je crois que vous faites partie des 3 ou 4 entreprises du CAC 40 qui ont fait cet exercice. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce qui vous a poussé à anticiper et comment vous vous êtes organisé concrètement dès 2024 pour répondre à cet exercice? Alors, c'est amusant parce qu'au départ, la raison pour laquelle on l'a fait, c'était pas du tout parce qu'on avait envie d'être absolument les premiers et de jouer au modèle pour tout le monde. C'était surtout parce que on avait une idée très pratique, très efficace, c'est que on venait de mettre à jour l'ensemble de notre stratégie de durabilité. Donc, plutôt que de réécrire encore une DPEF quasiment en entier, l'objectif a été plutôt de réécrire en anticipant dès le départ la CSRD. Donc, c'était vraiment une approche très simple d'efficacité. Même ça a évidemment fait l'objet de pas mal de débats à l'intérieur de l'entreprise, y compris au sein du conseil de surveillance, pour bien se poser la question de, quelque part, les risques qu'on prenait à communiquer en avance sur ce type d'approche très nouvelle. L'idée de l'anticipation, pour moi, c'était aussi mettre toute l'entreprise en marche vers la CSRD en avance, et du coup, ça nous permettait d'assurer aussi une très bonne préparation. On commençait à se prendre les pieds dans le tapis sur des sujets qui n'étaient pas évidents. On commençait à identifier très clairement les points sur lesquels on allait avoir des difficultés au cours des années qui allaient suivre. Et ça nous permettait aussi d'assurer une forme de montée en compétences en interne. Pour vous donner un exemple très concret, on a fait quasiment l'intégralité de ce travail tout seul. Ça nous a permis, avec l'équipe, de nous plonger dans le texte de la CSRD et du coup de vraiment maîtriser quels sont les attendus de la CSRD pour avoir ensuite des débats assez riches et assez dans les plus tranchés possibles avec les auditeurs. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir rassurer le top management, on en parlera peut-être, mais c'est une directive qui est aujourd'hui très critiquée, mais dès le départ, on a entendu beaucoup d'acteurs qui parlaient d'une multitude de data points, etc. Ça nous permettait aussi, en le faisant, de démystifier un petit peu cet aspect-là,
et de raconter comment ça s'applique de manière très concrète à l'intérieur de notre entreprise. À partir de là, exactement comme vous, c'est l'équipe développement durable qui a pris le lead de manière assez naturelle sur ce sujet-là, à la fois parce que du coup on avait les compétences en nous plongeant nous-mêmes directement dans le texte, on avait cette capacité à gérer un projet transverse parce que en ayant produit des DPEF pendant pas mal d'années auparavant, l'organisation, j'allais dire, était quand même déjà un peu en place, l'interaction avec les auditeurs, et puis cette question de gestion de projet très transverse dans l'ensemble de l'entreprise avec toutes les fonctions qui étaient déjà, on va dire, bien maîtrisées, qui est à la fois un héritage de la DPEF, comme je le disais, et aussi de la structure de notre stratégie de développement durable, Better Places, qui a déjà vocation à embarquer toutes les équipes de notre côté. Sur la question de comment on l'a fait concrètement, on a vraiment travaillé donc uniquement l'équipe développement durable. On a eu un peu de support externe pour la double matérialité, sur laquelle on s'est fait accompagner. Et un tout petit bout de travail assez intéressant avec une start-up qui a programmé une intelligence artificielle spécifiquement pour faire de l'analyse d'écart, qu'on a trouvé très intéressant pour gagner du temps sur ce travail en fait très basique peut-être de comparaison du texte avec l'existant. Et à la fin, en organisation très concrète, c'est un travail en mode comité de pilotage qui rassemblait certaines des fonctions clés pour la collecte et la structure du projet. Dans notre cas, c'était la finance, les équipes juridiques, la compliance et l'IT. Et évidemment, en deuxième rideau, j'allais dire, toutes les équipes qui sont les équipes contributrices sur la donnée. Pour nous, les équipes de développement immobilier, les équipes techniques, les directions de centres commerciaux, les RH, etc. Lionel Pinault, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, effectivement, JCDecaux a également fait son analyse de double matérialité dès 2023. Est-ce que pareil, vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez mobilisé les équipes autour de cet exercice? Alors effectivement, on a décidé de démarrer très tôt au regard de l'ampleur de la difficulté et de l'ambition du texte. On a souhaité mobiliser une équipe d'experts. Alors bien évidemment au niveau de mon équipe du développement durable, mais on a également nommé une personne qui s'occupait jusqu'à maintenant des normes IFRS, donc des nouvelles normes financières, et qui s'est approprié également le texte et qui est devenu également notre référent sur les normes de la CSRD. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce qu'elle avait l'habitude de jongler avec ces textes qui sont parfois complexes à appréhender, et c'est devenu notre référente en interne pour nous guider et à chaque fois nous aider à prendre les bonnes décisions au regard du texte. Donc nous avons décidé de réaliser cet exercice de double matérialité très tôt, puisque ça nous permettait d'identifier les IRO, les impacts, risques et opportunités matérielles pour l'entreprise qui viendraient après structurer notre rapport de durabilité. Et donc, pour ce faire, nous avons décidé de se faire accompagner. Le texte n'était pas encore arrêté, donc nous avons dû prendre un certain nombre de positions qui aujourd'hui peuvent être challengeables, mais en 2023, il était important pour nous de démarrer cet exercice, même si toutes les choses n'étaient pas complètement définies dans le texte. Donc concrètement, on a décidé de regarder quelles étaient nos parties prenantes principales. On a identifié bien évidemment nos fournisseurs, nos annonceurs, nos agences médias, mais aussi certaines ONG et des collaborateurs en interne qui étaient assez aguerris à cet exercice via l'exercice de cartographie des risques groupes, mais aussi très enclins et très engagés sur nos sujets de durabilité et donc experts. Donc, on a réussi à constituer un panel de parties prenantes à travers le monde, puisqu'on a également procédé à un échantillon avec nos différentes filiales pour essayer d'être le plus représentatif possible, bien évidemment, de nos parties prenantes. Donc, on a interrogé, on a eu des réponses de plus de 250 répondants, dont près d'une centaine de parties prenantes externes à travers le monde. Donc ça nous a permis d'avoir un échantillon relativement robuste d'un point de vue quantitatif. Et on a souhaité également ajouter quelques échanges qualitatifs avec nos parties prenantes externes pour approfondir leur perception et venir affiner les résultats.
Donc ça a été un processus d'environ 4-5 mois, et après on a bien évidemment eu les résultats où on a identifié un certain nombre de risques, d'opportunités et d'impact pour l'entreprise, que nous avons réévalué, affiné avec les membres du directoire bien évidemment, et qui ont été présentés au CSE, donc aux représentants du personnel, chose qui est également importante dans l'exercice de la CSRD. Donc, nous avons réalisé cette double matérialité, et ensuite s'en est suivi un long audit avec nos auditeurs de durabilité qui sont très pointilleux, bien évidemment, au regard du texte et de sa complexité. Et en final, il faut quand même démystifier cet exercice. Quand on est une entreprise qui est déjà engagée sur le développement durable avec une stratégie ESG éprouvée, dans les faits, on n'a pas eu de grandes révélations. Ça a été plutôt un exercice de formalisation au regard des attentes de la norme, mais tous les sujets que nous avons identifiés font bien partie de notre stratégie ESG que nous avons renouvelée en 2022. Et par ailleurs, le dialogue avec les parties prenantes ne doit pas se limiter bien évidemment à cet exercice. Je pense que c'est aussi ça la force de JC2Co, c'est qu'au quotidien, nous dialoguons et nous avons des échanges avec eux, donc nous connaissons bien les attentes de nos annonceurs, de nos agences médias, mais également de nos mandants que nous rencontrons régulièrement, mais aussi de nos fournisseurs. Donc ça vient formaliser ces échanges et cette vision que nous pouvons avoir des enjeux de durabilité, mais ça reste un exercice qui est accessible, mais qu'il faut anticiper bien évidemment et bien s'appuyer sur les différentes spécificités de la norme qui viennent un peu figer cet exercice. Je vais en profiter pour prendre une question parce que je vois que ce sujet de la mobilisation des parties prenantes suscite de l'intérêt. Est-ce que les retours que vous avez eus lors de cette enquête auprès de vos parties prenantes étaient pertinents? C'est la question que vous posez. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est pas évident pour une partie prenante externe d'évaluer véritablement les impacts d'une entreprise quand on est spectateur, observateur à l'extérieur. Donc je pense que c'est pertinent et c'est intéressant de les intégrer parce que c'est aussi une bonne façon d'être challengé et d'enrichir notre vision. Mais néanmoins, il faut absolument aussi avoir des parties prenantes externes, internes, expertes pour venir enrichir cette vision-là. Donc oui, c'est pertinent, mais attention à corréler aussi avec une vision un peu plus experte interne. Pierre-Yves Bourleau, excusez-moi, je voulais également revenir sur cette question de l'organisation. On l'a vu avec JC2Co et Nibel Rodamco Westfield, l'équipe RSE Développement Durable a pris le lead sur ces sujets. Chez vous, c'est également le choix qui a été fait. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et est-ce que aujourd'hui vous diriez que c'est au vu de ce que vous pouvez observer via Auré, est-ce que c'est un choix qu'on retrouve dans de nombreuses entreprises? Comment vous analysez un peu ça? Je pense qu'il faut se replonger sur le sens initial de publier des données extra-financières. La CSRD, l'objectif initial du Green Deal, c'était de transformer les modèles économiques pour les rendre plus durables. Et donc, en tant qu'entreprise de l'environnement, on a essayé effectivement de comprendre comment cette nouvelle directive pouvait être une opportunité justement pour répondre à ces enjeux de durabilité, mais aussi pour, entre guillemets, contribuer au modèle économique du groupe. Et donc, rapidement, on a identifié deux grands enjeux. Un enjeu qui paraît intuitif quand on est une entreprise de l'environnement, c'est que nos clients nous choisissent parce qu'on est bon sur l'environnement. La CSRD prévoit différentes ESRS thématiques sur l'environnement, typiquement, elles sont toutes matérielles pour le groupe Séché, parce que on a nos propres impacts, on répond aux impacts de nos clients, et donc, à ce titre, être bon tant sur la transparence que sur l'amélioration des indicateurs est un enjeu stratégique pour le groupe Séché. Et avec le pari que plus on sera bon, plus on arrivera à répondre aux questions de nos clients dans leurs enjeux de transition, plus nous choisirons. Donc plus le modèle de Séché grandira. Alors, ce redressement peut avoir une limite quand on n'est pas forcément une entreprise spécialisée dans l'environnement. En tout cas, cette limite peut être plus ténue. Il y a un autre enjeu qui est parfois même beaucoup plus concret,
c'est que être bon sur les sujets de transparence extra-financière, avoir des plans de transition qui sont ambitieux, permet des co-bénéfices, notamment financiers, dans la mesure où typiquement l'ensemble des financements du groupe Séché, puisqu'on est une entreprise cotée, on fait appel à de la dette externe pour grandir. Et ben, nos financements externes sont adossés à des indicateurs extra-financiers et on a des bénéfices de taux si on atteint nos objectifs de décarbonation, de sobriété hydrique, de préservation de la biodiversité, etc., etc. Et ces bénéfices de taux sont assez significatifs. Typiquement, le dernier emprunt significatif qu'on a fait, c'est 300 millions d'euros d'obligations. C'est une obligation liée à des engagements extra-financiers. Le bénéfice de taux sur 7 ans est supérieur à 6 millions d'euros si on atteint nos objectifs extra-financiers. Voilà. Et donc, je pense qu'il est important dans cet exercice, qui était aussi un exercice de conformité, de trouver du sens pour l'entreprise dans ce modèle économique, dans ce modèle de financement. Et c'est comme ça qu'on a effectivement réussi à faire prendre de l'ampleur à cette thématique extra-financière dans laquelle s'est intégrée la CSRD. Et donc, nous, dans le groupe Séché, on s'est impliqué relativement rapidement sur le sujet. Comme on vous l'a dit, on est coté. Donc, dès 2019, on a fait un exercice d'analyse de notre matérialité. Donc, c'était une analyse de matérialité simple. Non pas comme celle double matérialité comme prévoit la CSRD, mais celle qui était en partie décrite dans les NFRD. Donc, on a fait cet exercice dès 2019. On a mis à jour en 2022 en observant la commission travailler sur des enjeux de double matérialité. On n'avait pas encore les textes. Donc, on a publié une double matérialité qui aujourd'hui n'est pas conforme à la directive, mais qui était une première étape. Et cette double matérialité a été mise en conformité à l'été 2024 suite à la publication des textes, où on a refait une sorte de gap analysis entre deux modalités précédentes et celle qui est attendue par la CSRD. Et donc là encore, effectivement, un entretien avec les parties prenantes, très compliqué, parce que forcément, chacun voit par son angle la vision d'une entreprise qui peut être très globale. Et forcément, ça pose plein de questions. Mais en fait, c'est ce cheminement progressif, parce que nous, on publie notre premier rapport durabilité dans 1 mois. Mais en fait, ce travail, il a commencé il y a plusieurs années. On publie une DPEF depuis 2017. Et donc, c'est ce travail de construction, à l'époque où les équipes RSE étaient un petit bureau, un peu isolé, à essayer de consolider une donnée à l'échelle du groupe pour la publier. Et au fur et à mesure de cette consolidation, année après année, au fur et à mesure de renforcement de la réglementation, on a structuré une équipe qui est composée aujourd'hui d'une dizaine de personnes et qui travaille spécifiquement sur ces questions, parce qu'on gère effectivement la donnée, mais aussi les plans de transition ensuite qu'on met en œuvre. Merci beaucoup. Vous venez d'évoquer la donnée. Justement, c'est un gros sujet de la CSRD et vous êtes des acteurs qui avaient énormément de fournisseurs, de clients. Comment vous avez fait chez Unibail Rodemco-Westfield pour mobiliser l'ensemble des acteurs et réussir à obtenir une donnée fiable, robuste, qui est le cœur justement de la CSRD? Comment on travaille avec un écosystème éclaté, varié, et comment vous y êtes pris? Alors la première chose, c'est que c'est un enjeu qui est pas complètement nouveau, qui vient pas que de la CSRD. On était déjà confronté à cette question-là dans la DPEF, et en particulier pour toutes les entreprises qui travaillaient sur un scope 3, sur la partie émissions de gaz à effet de serre qui était assez large, la question, elle n'est pas du tout nouvelle. En l'occurrence, pour Unibail Rodemco-Westfield, on avait pris des premiers engagements sur le scope 3 en 2016. C'était la première fois que l'entreprise voulait avoir une approche complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et on a commencé à intégrer à ce moment-là les enjeux de gaz à effet de serre de la construction. On a des activités de développement immobilier qui impliquent des matériaux de construction, par exemple, l'énergie qui est consommée par les enseignes qui sont présentes dans les centres commerciaux, et le transport des visiteurs. L'ensemble des émissions de scope 3 pour une entreprise comme la nôtre, c'est 98% du bilan carbone. Donc c'est évidemment la partie la plus compliquée et c'est la partie la plus grosse. Ça a été donc un défi, mais un défi qui a commencé en 2016. Ce que ça veut dire pour nous, c'est
dès le départ, commencé à travailler sur des méthodos qui n'existaient pas aujourd'hui, qui sont devenus réglementaires, notamment dans la construction ou dans le développement immobilier. Je fais référence ici à la réglementation RE 2020. En fait, on avait largement anticipé ça en travaillant au départ sur les analyses en cycle de vie de tous les projets de développement immobilier qu'on avait. On a commencé à travailler sur la collecte d'informations de consommation d'énergie des preneurs assez tôt, au départ, pour des questions de connaissance de notre bilan carbone et de mise en place des actions qui sont associées, et développer une méthode sur l'estimation et avoir des données de plus en plus fines sur le transport des visiteurs. C'était la partie la plus compliquée, elle représente aujourd'hui 77-78% de notre bilan carbone. Évidemment, on ne peut pas poser la question à chacun des visiteurs qui vient dans nos centres commerciaux comment il est venu, mais donc on a développé des méthodes qui sont suffisamment robustes pour nous permettre de communiquer ces chiffres, des évolutions qui sont vérifiées par des tiers indépendants, etc. Donc cette partie carbone, ça nous a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui c'est déjà structuré et on met à jour ce bilan carbone sur l'ensemble des périmètres tous les ans. La difficulté pour nous, ça a plutôt été d'aller collecter des informations nouvelles qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent. Ou en tout cas pas à l'échelle groupe. L'information, elle existe toujours quelque part. La difficulté, c'était comment on va la récupérer, en particulier sur des sujets de droits humains dans la chaîne de valeur. Je vous prends un exemple, avoir le détail de l'ensemble des accidents qui ont lieu sur des sites de construction, alors que c'est des sociétés tierces, parfois des sous-traitants, enfin, et puis ensuite on descend dans la chaîne on remonte plutôt la chaîne de valeur en amont. Pas du tout évident de collecter ces informations de manière centralisée, ou des sujets qui ne faisaient pas partie de la réglementation sur la transparence extra-financière auparavant, typiquement les délais de paiement, aller collecter des informations qui en fait sont pas non plus des informations qu'on a l'habitude de traiter en étant une équipe du développement durable, et qui font appel à la fois à des notions juridiques, à des notions financières, de comptabilité, etc. Donc ça, c'était, je trouve, la partie la plus difficile. Ça a supposé, j'allais dire, en utilisant des techniques qui sont les mêmes que celles que les équipes développement durable utilisent depuis des années, mobiliser les parties prenantes en interne, les prévenir suffisamment en amont, être très très clair sur les attentes. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est la partie parfois la plus difficile en réalité, parce qu'on fait des demandes sur la base du texte et ensuite c'est parfois corrigé, modifié par les échanges qu'on a avec les auditeurs, puisqu'il y a parfois des sujets d'interprétation du texte qui sont importants à avoir en tête. Et pour ensuite faire des demandes les plus claires et les plus simples en interne. Peut-être la dernière chose, c'est que ce qui n'était pas forcément simple au départ, c'est de prévoir assez rapidement comment cette donnée va être présentée à la fin, parce que ça a beaucoup d'impact sur la manière dont on collecte l'information. Et donc un conseil que je me permets de partager avec tout le monde, c'est essayer d'écrire la version définitive de la manière dont vous présentez l'information le plus tôt possible. C'est en essayant de faire atterrir très vite ces votre propre traduction des data points que vous avez le plus de chances d'atterrir vite sur la bonne question à poser pour collecter l'information. Ça, c'est l'observation qu'on a faite sur les sujets les moins connus pour nous au départ. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bourleau, Séché Environnement, vous êtes un acteur industriel, vous avez des sites de production. La problématique est peut-être un peu différente, mais du fait comment vous avez aussi mobilisé ou installé, je sais pas, des points de collecte, etc., pour récupérer cette donnée sur le CSRD. Ce sujet de la collecte de la donnée, de données fiables, est peut-être le point le plus complexe quand on parle de CSRD. Parce que entre le moment où, quand on est un acteur industriellement d'ailleurs, qui a plusieurs centaines de sites, plusieurs dizaines de sites, entre le moment où on comprend un indicateur à l'échelle du groupe, parce qu'il est dans la réglementation, on doit appliquer, qu'on l'intègre à nos questionnaires vers les sites, que chaque site lit pour la première fois la question qu'on lui pose, au travers une dizaine de nouvelles ou une centaine de nouvelles questions qu'on lui pose. En l'occurrence, pour la CSRD, il est plus proche de la centaine de nouvelles questions que la dizaine de nouvelles questions. Le moment où il se dit, OK, je dois collecter moi-même cette information à l'échelle de mon site. Entre le moment où il fournit la donnée et le moment où la donnée est fiable pour la première fois, il y a en général 2-3 ans. Pourquoi? Parce que la première année, il comprend la question. La deuxième année, il a compris la question de la précédente, donc il a collecté l'information de manière fiable sur son site.
L'année suivante, nous, on a fait du contrôle interne, on a comparé entre sites s'il y avait des différences par rapport à la typologie des sites au regard de la donnée qui était collectée. Et ensuite, c'est l'auditeur qui lui-même passe pour lui-même renforcer la qualité de données. Donc, en ce moment où on pose une nouvelle question et le moment où l'information à l'échelle du groupe sur plusieurs dizaines de sites collectés est fiable, il y a en général plusieurs années. Et c'est ce temps qu'il faut prendre. Et bon, la bonne nouvelle dans ce qu'on entend autour de la mise en œuvre de la CSRD, c'est quand même qu'il y a une certaine latitude pour donner le temps aux entreprises de fiabiliser l'information. Et donc, il ne faut pas avoir peur de publier une information qui n'est pas fiable à 100%, parce que c'est des parties du jeu. Et dans la mise en œuvre de nouveaux indicateurs, c'est normal que les premières années, quand on publie un indicateur, il ne soit pas forcément de très haute qualité. Pierre-Yves Bourlot vient de parler de 2-3 ans avant de fournir une information fiable. JC2Co, vous êtes également un fournisseur de données pour vos donneurs d'ordre. Est-ce que vous partagez ce point de vue et comment vous êtes organisé pour fournir à vos donneurs d'ordre cette donnée de manière à ce que eux puissent répondre sur leur scope 3 à la CSRD? Effectivement, en étant un acteur du B2B, on essaye d'engager notre écosystème vers des pratiques plus responsables. Et donc, ça passe notamment par une communication responsable et le travail sur les campagnes des annonceurs pour essayer d'améliorer notamment leur empreinte carbone. Donc, on a une stratégie climat qui est très ambitieuse au niveau de JC2Co, d'atteindre le net zéro à horizon 2050 et de réduire d'environ 50% nos émissions carbone sur l'ensemble de nos scopes à horizon 2030. Pourquoi on s'est engagé? Parce que c'était historique chez JC2Co, mais on a bien vu aussi que l'ensemble de notre écosystème est en train de s'engager, que ce soit les villes ou les annonceurs. Donc forcément, quand on est une entreprise qui souhaite réduire ses émissions, on le sait, en face de nous, on a des acteurs qui nous tirent aussi. Et donc, beaucoup de nos annonceurs et de nos agences médias nous demandaient, mais quel est le bilan des empreintes, des campagnes que nous diffusons chez vous? Donc, fort de ce constat, nous avons lancé dès 2022 un calculateur d'empreinte carbone des campagnes pour les annonceurs en France. Mais on a voulu aller bien au-delà en intégrant également des données sur l'eau et les externalités positives, les impacts socio-économiques des campagnes pour nos annonceurs. Donc, dès 2022, l'ensemble de nos clients en France pouvaient nous demander quels étaient les impacts de leur campagne. Donc, ça, on était en amont, on va bien le dire. On a expliqué beaucoup au marché ce calculateur et on a accompagné aussi la transformation chez nos annonceurs et la compréhension de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, ça fait partie maintenant du quotidien de nos commerciaux d'échanger avec nos clients sur ces enjeux-là et aussi de passer à la phase beaucoup plus intéressante. Quels sont les leviers pour réduire chez eux, chez nous et comment ensemble on va décarboner notre activité. Et donc, fort de ce constat, on a décidé d'étendre ce calculateur à travers le monde. Alors, ça, c'est pas si simple, parce que bien évidemment, derrière, il y a des ACV, des analyses de cycle de vie, qui doivent intégrer les spécificités locales de nos opérations. Donc, nous étendons progressivement ce calculateur à travers le monde pour pouvoir justement sensibiliser, accompagner nos clients dans la mesure de leur scope 3 et essayer de contribuer humblement à la décarbonation également de nos clients. Merci beaucoup. Je voulais revenir maintenant sur un peu la gap analyse que vous avez déjà évoquée entre l'ADPEF ou l'exercice à blanc de la CSRD et ce que vous allez publier là dans les semaines à venir. Quelle était pour vous la principale différence, Clément Janin, entre ces deux exercices? Et en quoi l'arrivée des auditeurs de durabilité et leur intervention est un élément qui change la manière dont vous avez travaillé sur ces exercices? Alors, la première chose, c'est que entre le rapport à blanc qu'on a fait l'année dernière et cette année, il y avait un certain nombre d'endroits dans ce document d'enregistrement universel où on avait été très clair, très transparent en disant, bah ça, on sait qu'on devrait le produire pour la CSRD, mais on l'a pas aujourd'hui. Donc, il y avait déjà toute la question de comment on va collecter, on produit les informations qu'on n'avait pas l'année dernière et qu'on est capable d'intégrer cette année. Donc ça, c'était une grosse partie du travail. Je pense que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le besoin de faire monter en compétence un certain nombre d'équipes ou un certain nombre de process de remontée de l'information pour qu'elle soit auditable
avec les standards attendus par les auditeurs en fin d'année. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif parce que c'est ça qui va nous permettre de faire monter la qualité de la donnée. Là-dessus, peut-être un point de discussion avec Pierre-Yves, mais on a, nous, et c'est quelque chose qui est assez propre au secteur de l'immobilier, on a depuis très longtemps la conviction qu'il vaut mieux ne pas publier l'intégralité de l'information qui est attendue, mais publier de l'information qui ne contient pas d'estimation, parce que c'est la manière de donner la donnée la plus fiable et la plus réelle, quitte à ne pas la donner en entier. On a un gros point de débat sur ce sujet avec les auditeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que la CSRD nous demande de faire. J'allais dire quelque part, on résiste un peu à ce sujet-là aussi parce que les échanges qu'on a avec nos investisseurs, qui sont quand même les premiers utilisateurs de toute cette information, c'est qu'ils apprécient beaucoup cette spécificité du secteur. Et donc, ça fait évidemment l'objet de pas mal de débats, puisque le texte de la CSRD est très clair, on doit estimer l'information qu'on n'est pas capable de fournir. Donc ça, c'est aussi un changement assez important qu'on n'avait pas mis en œuvre dans les informations qu'on publiait en 2023 dans cette première CSRD, qui n'était pas encore vérifiée par les auditeurs en tant que CSRD. Et le plus gros changement, au fond, c'est justement sur cette approche de l'audit. Cette approche de l'audit, elle est particulièrement compliquée, d'abord parce que le standard d'audit change, mais aussi parce que les auditeurs eux-mêmes n'ont eu accès à ce standard et un certain nombre d'éléments clarifiés qu'à partir de la rentrée 2024, septembre 2024, voire même fin septembre, ce qui est extrêmement tard pour les émetteurs. Comme nous, autour de cette table, on a des années calendaires, et donc, en théorie, on a besoin d'avoir un cadre qui est clair bien plus longtemps en avance. La difficulté, c'est que du coup, on se retrouve encore aujourd'hui dans un processus d'audit dans lequel on est à la fois en train d'appliquer la norme et les auditeurs sont en train de définir la manière dont ils appliquent la norme. Donc, on a énormément de débats. J'allais dire, on aimerait bien ne pas savoir, pour avoir un cadre assez clair sur la manière dont on applique l'ensemble des informations. Ce qui est certain, c'est que le niveau d'exigence qui est posé par les auditeurs est nettement supérieur. J'en parlais en particulier en ce qui concerne les preuves qui sont apportées. Alors évidemment, sur les enjeux d'émissions de gaz à effet de serre, etc., je le disais tout à l'heure, on est déjà très rodé, donc c'est pas là-dessus qu'on a des gros débats sur les preuves qui sont avancées. Les questions, c'est beaucoup plus sur des sujets plus nouveaux, plus flous aussi. Je pense notamment à toute la partie de l'impact social sur lequel on communique, sur lequel il y a des preuves qui sont attendues, j'allais dire, au même titre que des factures d'électricité. Sur ce volet-là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'arriver à produire de l'information auditable telle qu'elle est attendue à la fin. Je pense l'élément qui était nouveau pour nous aussi, c'est que pour la première fois, on travaille avec le collège des auditeurs. Donc on a sélectionné nos 2 commissaires aux comptes comme étant les auditeurs de durabilité. Donc le fait de travailler avec un collège, ça suppose aussi une approche un peu différente de l'audit, des répartitions, etc., qui nous ont posé un certain nombre de questions que très clairement on ne se posait pas auparavant. Et une nouveauté aussi, même si c'est pas fondamentalement complètement nouveau, c'est le rôle que prennent les équipes techniques des cabinets d'audit dans ces discussions, puisque comme ils sont en train d'établir leur propre position, il y a beaucoup d'allers-retours qui sont faits avec les équipes techniques, là où on avait l'habitude de traiter, on va dire, plus en direct avec les équipes d'audit, d'avoir des réponses qui étaient plus rapides, plus tranchées, plus claires dès le départ. Et je reviens pas dessus, mais je rejoins ce que disait Lénaïque juste avant. La double matérialité a été un élément sur lequel on a passé beaucoup de temps alors qu'on l'avait déjà publié. Donc ça, c'était un sujet de difficulté pour une entreprise qui s'est déjà engagée quelque part, qui a déjà publié une double matérialité. Le fait que les auditeurs établissent leur standard de vérification de la double matérialité après qu'on l'ait publié, évidemment, pose beaucoup de questions. Donc, nous avons représenté une nouvelle double matérialité à notre directoire, à notre conseil de surveillance, au CSE, etc. Donc c'est évidemment un process honnêtement pas complètement simple cette année. Et donc en résumé, ce qui change le plus, c'est l'approche d'audit et le rapport qu'on a avec les auditeurs cette année.
Cette question des auditeurs, on le sait, fait beaucoup débat. Que ce soit c'est JC Decaux ou c'est Séché Environnement, vous avez fait le choix de ne pas de ne pas choisir vos commissaires aux comptes en tant qu'auditeur de durabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui chez vous a motivé ce choix? Je sais pas, Pierre-Yves ou Lily, que Je commence. Vas-y, je t'en prie. Alors effectivement, on a dissocié les mandats financiers et durabilité. C'était pas une volonté initiale. On a fait un appel d'offres en fait sur le mandat durabilité à part entière. Donc une fois qu'on avait en fin d'année 23 les conditions de mise en œuvre des audits sur la partie durabilité, on a mis en place en janvier un appel d'offres assez court parce qu'on devait prendre une décision pour le conseil d'administration de mars qui reportait ensuite à l'AG d'avril. Le groupe, donc des calendriers assez serrés en fait pour prendre une décision et se rejoint le fait que on n'avait pas forcément des règles, on avait des règles écrites, mais pas en fait le mode d'application. Donc on a fait un appel d'offres sur la base de ces règles écrites que les auditeurs découvraient aussi, donc ils avaient à répondre à l'appel d'offres en comprenant eux-mêmes ce à quoi ils devaient se conformer sur une boîte en plus de ce côté. Donc ils répondaient donc à CSRD pour l'année suivante. Et donc on a fait appel à une quinzaine de structures différentes. On a eu plus de 10 candidatures avec des gammes d'offres assez différentes, tant en volume d'audit qu'en termes de prix par jour d'audit. Ce qui est l'illustration aussi de la mauvaise appréhension des textes, parce que les niveaux d'audit variaient du simple au triple entre les différentes offres. Vous voyez, c'est une vraie divergence de vue quant à l'application de ces textes. Et à la suite, effectivement, d'un appel d'offres qui a duré plusieurs semaines, on a choisi l'auditeur durabilité indépendant de l'auditeur financier. À noter nous répond au code Middle Next, qui lui-même prévoit une recommandation de la séparation des mandats, en justifiant cette séparation des mandats par une plus forte indépendance des deux auditeurs. Donc voilà ce qui a justifié le choix de la séparation. Peut-être pour revenir, juste compléter ce qui a été dit sur l'impact du passage de l'OTI des PEF à la CSRD, c'est clairement aussi le volume d'audit. C'est-à-dire que la CSRD prévoit des volumes d'audit qui sont beaucoup plus importants que ceux qui étaient prévus dans la précédente réglementation. Nous, on évalue à une multiplication par 3 du volume d'audit prévu entre le précédent mandat d'OTI et le nouveau mandat durabilité, ce qui est significatif. Tant en termes de prix d'ailleurs de la mission durabilité qu'en termes d'organisation interne, parce que nous on évalue que 1 heure d'audit durabilité ou 1 jour d'audit durabilité correspond à 3 jours de préparation interne en miroir. Et donc c'est des coûts externes, mais c'est aussi des coûts d'organisation interne qui sont assez significatifs. Alors autour de cette table, on est plutôt des grandes entreprises, même si Séché, je pense, c'est le petit d'entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est une PME ou une ETI, la marge est très significative et l'alerte que nous on donne, notamment via l'association que je préside qui est Auré, c'est que le temps et les moyens humains et financiers qui sont mis à faire de l'audit, qui sont mis à améliorer la transparence de l'information, qui est nécessaire encore une fois, n'est pas mis à faire des plans de transition et à transformer le modèle de durabilité des entreprises. Et donc là, on a un focus des moyens qui se porte effectivement sur une qualité de l'information. Et dans un contexte qu'on connaît tous de difficultés économiques, en fait, ralentissement économique, et à l'heure où les entreprises font des choix sur les budgets des directions du développement durable, des plans de transformation, c'est vrai qu'il y a un budget incompressible qui est apparu sur la qualité de l'information. Et le risque, c'est que ces budgets ne soient pas mis ou soient plus mis, en tout cas soient moins mis sur les plans de transition qui eux-mêmes font rendre les entreprises plus dures. Lénaïque, je vous vois hocher de la tête, c'est un ressenti que vous partagez?
Alors oui, complètement. L'audit est indispensable pour fiabiliser la donnée et apporter une assurance aux parties prenantes externes. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour nous et on le met en avant, notamment dans nos appels d'offres et quand on échange avec nos parties prenantes, parce que c'est vraiment un gage de qualité et de fiabilité. Mais néanmoins, on voit bien, la CSRD a été préemptée par les auditeurs financiers qui ont vu une opportunité d'augmenter drastiquement leurs fees. Et donc, malheureusement, pas forcément associé avec un niveau de compétence associé à ces fees qui ont augmenté. Puisqu'on le voit bien, il n'y a pas de normes d'audit, donc c'est quand même très compliqué pour eux d'effectuer ce premier exercice. Et ils sont très fiers d'avoir été formés 90 heures à la durabilité, puisqu'on nous l'a beaucoup répété. Mais ce n'est pas suffisant encore pour appréhender ces sujets-là. Et donc, avant, dans l'exercice de la déclaration de performance extra-financière, nous avions face à nous des auditeurs de durabilité formés au développement durable et qui très souvent faisaient également des missions de conseil. Donc, on avait des experts sur nos sujets. Aujourd'hui, on se retrouve face à des auditeurs financiers qui ont des cases à cocher et qui n'ont pas forcément le bon niveau de compréhension de nos sujets et qui demeurent très complexes. Donc aujourd'hui, moi je suis assez frustrée en général par le ressenti général du niveau de la qualité d'audit, mais je pense que les auditeurs vont monter en compétences avec nous. Et on va réussir à fiabiliser ces données et on a un vrai enjeu, nous, en interne, des entreprises, de contrôle interne de cette donnée-là et les auditeurs de pouvoir véritablement saisir les enjeux derrière chacun de ces IRO pour pouvoir apporter véritablement une mission de qualité et d'amélioration. Et donc, nous avons fait le choix, effectivement, de ne pas passer par le niveau 4, nos auditeurs financiers, d'avoir un auditeur de durabilité indépendant. Et nous en sommes très satisfaits. Je pense qu'effectivement, c'est très simple de dissocier ces missions-là, d'éviter d'avoir un collège, parce que je pense que ça multiplie véritablement les réunions d'alignement, de coordination, et je ne vois pas aujourd'hui les bénéfices pour une entreprise d'avoir un collège d'auditeurs. Pour eux, ça c'est certain, pour nous, ça reste à démontrer. Et je pense que c'est important aussi de dissocier les missions et d'essayer de trouver un partenaire, parce qu'un auditeur doit être un partenaire pour monter en compétences, qui soit lui-même compétent, aguerri à ces sujets, avec une implantation au plus proche de celle que vous pouvez avoir. Nous, on est présent dans 80 groupes, dans 80 pays, donc c'était important pour nous d'avoir aussi cette notion internationale, et de communiquer en toute transparence avec son auditeur dès le début et essayer d'affiner ensemble cette interprétation des textes, parce que je rejoins Clément, il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à interprétation et il faut définir ses propres définitions et ses propres data points et aussi choisir les shortcuts, des raccourcis quand c'est nécessaire. Donc c'est important d'avoir un partenaire de confiance, disponible, réactif et qui soit à même de nous accompagner à naviguer dans cette période un peu trouble où personne n'a de normes d'audit. Et il faut quand même aussi se rappeler que la France est l'un des seuls pays à avoir transposé le texte avec un tel niveau d'audit, puisqu'avant nous avions la DPEF, ce qui n'est pas le cas non plus de l'ensemble des pays européens. Donc on a quand même un vrai enjeu de compétitivité aussi à ce niveau-là, et on le voit bien, le niveau d'exigence n'est pas encore uniforme à travers les différents pays européens. Je me permets juste de rebondir parce qu'effectivement, on a fait, nous, un choix qui est différent de l'autre. Peut-être pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent pourquoi nous, on a fait exactement l'inverse. On a choisi à la fois nos commissaires aux comptes et les deux en même temps au collège. Notre logique, c'était d'abord, c'était le résultat d'un appel d'offres. Donc, c'était aussi trouver la solution qui nous permettait de minimiser les coûts en les faisant travailler ensemble. Ça supprime une interface entre deux auditeurs qui, chez nous, on a vraiment besoin de les faire se parler de manière très proche, en particulier sur les enjeux de finances durables. Pierre-Yves, on a parlé pour Séché Environnement. Nous, on a un peu plus de 60% de nos lignes de crédit qui sont conditionnées à de la performance environnementale. Donc, en fait, ça suppose quand même un travail conjoint assez fort entre les équipes d'audit financier et les commissaires aux comptes, enfin, l'auditeur de durabilité, pardon.
Et il y a un point qui nous a semblé très important, surtout dans cette première année, c'est la question de pouvoir bien comprendre et savoir influencer intelligemment l'écriture des interprétations par les auditeurs. Le gros avantage, c'est qu'on a déjà deux des Big Four ou des Big Five qui sont avec nous autour de la table, et donc quand on a des débats sur des interprétations de texte, on a très vite une compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de l'ensemble de ces sociétés d'audit, et pouvoir expliquer d'emblée à deux quelle est la position que nous on prend et savoir aller la défendre. Donc ça fait partie des raisons qui nous ont amenés à ce choix. Aujourd'hui, je ne nierai pas tout ce que vous avez dit tous les deux sur la complexité, sur le coût, etc. Mais y compris avec des auditeurs de durabilité qui sont par ailleurs nos CAC, je retrouve aussi cette notion de partenariat, même si ça a changé, même si la relation n'est plus la même. On est bien quand même en train d'avoir des discussions intelligentes avec nos auditeurs sur comment on fait pour faire atterrir des problèmes très pratiques qu'on a dans l'application. Heureusement. En tout cas, on voit que ce sujet des auditeurs fait débat, et d'ici quelques minutes, ma collègue Anna Lusky viendra vous présenter quelques chiffres sur le sujet. Je voulais, en conclusion, revenir sur un point que vous avez déjà commencé à évoquer, qui est un peu la simplification qu'on peut attendre de la CSRD, notamment pour les PME et les ETI. Donc, on sait que dans les semaines à venir, des mesures doivent être annoncées par la Commission européenne. Vous, avec le recul que vous avez de ce premier exercice, est-ce qu'il y a des points particuliers d'attention, où il y a des points de simplification que vous souhaiteriez voir adopter, que ce soit pour vous en tant que grande entreprise ou justement pour les intervenants dans votre chaîne de valeur? Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur ce sujet, Lénaï. Alors, très bien. Donc, nous soutenons le déploiement de la CSRD parce que je pense que c'est une vraie avancée dans la transparence, la comparabilité des informations. Et donc, quand on est un acteur engagé, c'est plutôt positif de voir les choses évoluer de la sorte. En revanche, c'est vrai que le déploiement est complexe. L'audit, on n'y reviendra pas, est complexe, et il y a certaines choses qui pourraient être harmonisées, simplifiées pour nous faciliter la vie, et également avoir un petit peu plus de temps dans sa mise en œuvre, notamment pour les TPE, PME, puisqu'on en a parlé, c'est conséquent comme travail à réaliser avec des ressources souvent limitées. En revanche, moi je pense que ce qui est important de conserver, bien évidemment, c'est tous les enjeux de plan de financement. Moi, je pense que ça, c'est indispensable quand on se dit un acteur engagé dans le développement durable. Il faut pouvoir associer des ressources à ces objectifs-là. Et ça, c'est véritablement une belle avancée de la CSRD que j'espère que nous conserverons. Chez JC2Co, ça fait 3 ans qu'on commence à travailler dessus, donc on n'a pas encore un reporting complètement fiable en la matière, et c'est surtout l'exhaustivité d'informations qui est complexe à collecter, mais c'est vraiment un enjeu pour les entreprises aujourd'hui, je pense, de s'assurer de la disponibilité des ressources pour atteindre leurs objectifs. Donc oui à la simplification, mais attention à ne pas vider le texte de sa substance, qui est quand même une belle avancée pour l'Europe et pour l'ensemble des entreprises. Pierre-Yves Bourlot. Je pense qu'il faut prendre, je prends ma tête au ré là. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport au débat politique qui se met en place autour de la surréglementation environnementale. En tout cas, effectivement, c'est pas en arrière que, notamment, que la Commission projette de faire dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, en Europe, on a une problématique de compétitivité qui est liée principalement à l'énergie. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui le gaz 3 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des secteurs industriels, la sidérurgie, la chimie, la métallurgie, dont les coûts de production sont supérieurs à 20%, représentent à 20% le prix de l'énergie. Et donc, quand on a un poste énergie qui triple par rapport à une concurrence par exemple aux États-Unis, forcément, il y a une problématique de compétitivité. Aujourd'hui, baisser le nom de data point de la CSRD ne va pas faire baisser le prix de l'énergie. Non mais à un moment, je pense qu'il faut remettre un peu les enjeux en perspective de la réalité économique qu'on vit actuellement. Et au contraire, la CSRD, dans son objectif initial, celle du Green Deal, c'était de dire il faut que les entreprises soient plus durables. Donc typiquement,
qu'elle consomme moins de gaz fossile. C'est typiquement un des grands enjeux. Et au contraire, la CSRD devrait être une opportunité pour se dire comment, dans mon plan de transition, je passe sur du gaz vert, par exemple, je fais de l'électrification, je fais la décarbonisation. Voilà. Et donc, que les sujets environnementaux soient au cœur des débats de simplification, voire de régression environnementale, nous pose, en tant qu'Orec, de lourdes questions, parce qu'on considère qu'on ne met pas forcément la lumière sur les véritables problèmes. Moi, je vous rejoins les constats sur le fait que les PME et les ETI doivent avoir un traitement spécifique, ça c'est sûr. Je pense aussi que il y a une vraie difficulté pour les pays qui n'avaient pas mis en place la NFRD ou l'équivalent, ou même en France, quand on n'est pas soumis à la NFRD, qu'on passe directement à la CSRD, il y a une vraie marche à gravir, hein. Parce que, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une donnée fiable à l'échelle du groupe, ça prend des années. Et donc tout de suite, même s'ils ont eu un an de plus, se mettre en place une CSRD, c'est très complexe. Donc je pense qu'il faut plus de temps, mais encore une fois, attention aux régressions environnementales. Clément Génin. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été partagé là. Je rejoins le fait que la CSRD est absolument essentielle. Je reviens sur les investisseurs qui ont communiqué un tout petit peu plus tôt cette semaine leur soutien à cette directive, que je comprends très bien, parce que nous, c'est le prisme qu'on a au départ. Je le disais un peu plus tôt, la partie prenante principale qui se nourrit de ces informations, ce sont les investisseurs. Et donc, je pense que la CSRD permet de positionner le marché européen de manière générale comme étant très fort, avec une base de données relativement unifiée qui est en train de se développer, qui est une chance pour se différencier aussi du reste du monde et pour, comme le disait Pierre-Yves, faire avancer ces objectifs de durabilité qui servent la compétitivité de l'Union européenne. Donc, moi, à ce titre-là, je pense que c'est quand même une chance. Évidemment, il y a des points d'amélioration. Moi, je m'en suis listé quelques-uns, mais peut-être que ça descend un peu trop dans le détail. Je pense qu'il y a une question de granularité de la vérification, enfin de l'établissement et de la vérification de la CSR, de la double matérialité, pardon, qui est importante. Nous, dans le secteur de l'immobilier, et je parle au nom d'Unibail, mais c'est des sujets de discussion assez larges. On a dans le secteur, on a une attente assez forte de mise en œuvre des ESRS sectoriels, qu'on voit à l'inverse plutôt comme une chance pour permettre de ramener plus près de la réalité opérationnelle la CSRD, à partir du moment où ça vient bien remplacer des points de données qui sont attendus et qui, eux, sont pas nécessairement totalement pertinents pour le secteur. Je rejoins cette notion de montée en puissance plutôt progressive, mais pour moi, y compris pour les grandes entreprises, le fait d'avoir cette marche qui arrive d'un coup, et y compris dans un moment où les interprétations sont pas nécessairement claires, est honnêtement quelque chose d'assez compliqué. Je pense que l'approche d'audit mériterait d'être légèrement plus légère et plus cadrée. Évidemment, elle est essentielle pour l'établissement de la confiance dans les données. Je pense qu'on l'a tous dit autour de la table. Mais l'ampleur de l'année précédente à cette année est probablement très importante. Même s'il faut remettre ça dans un contexte plus général aussi. On a parlé des coûts, du temps passé, etc. On reste aussi sur des sujets d'audit qui sont sans commune mesure avec les dépenses et les temps passés par les entreprises sur l'audit financier. Et à un moment, si la donnée extra-financière a une vraie importance, il faut aussi qu'en tant qu'entreprise, on accepte d'y consacrer les moyens qui sont associés pour faire progresser l'ensemble. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, avant de passer à la session de questions-réponses, je vais passer la parole à ma collègue Anna Lutzki qui vient vous présenter quelques slides sur justement les auditeurs de durabilité. Bienvenue Anna. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je partage votre passion pour les données. Et donc, cette fois-ci, on est allé voir un petit peu quelques éléments chiffrés sur les auditeurs de durabilité des entreprises. On en avait parlé. Nous avons consulté sur le site de la Haute Autorité de l'Audit la liste, tout simplement, des personnes habilitées à exercer la profession de commissaire aux comptes, donc qui est dite la liste 1, et la liste des CAC verts. Donc, c'est 1485 commissaires aux comptes qui sont habilités à certifier les informations en matière de durabilité. Et il apparaît que 42% de ces personnes physiques sont issues des Big Five. Donc, on voit ici que Deloitte et KPMG pèsent plutôt, si on peut revenir sur la slide précédente un petit instant, pèsent pour 9%, et suivent ensuite Mazars, Price et EY. Et effectivement, c'est surreprésenté par rapport à leur poids dans les commissaires aux comptes en général classiques financiers. Donc là, on peut passer à la slide suivante, où on voit qu'ils pèsent plutôt moins de 10%,
chacun pèse à peu près 2%, plus ou moins. Donc on remarque cela. Et on a consulté par ailleurs la liste des organismes tiers indépendants accrédités COFRAC, donc dite la liste 5. Il y en a 10 aujourd'hui. On voit que c'est divers. Il y a des cabinets d'avocats, l'AFNOR, il y a des cabinets, des cabinets. Donc une dizaine. Et quant aux personnes physiques qui sont habilitées, donc la liste des auditeurs de durabilité issus de ces ETI, il y en a aujourd'hui 9. Socotep en compte 3, DS Avocats et RSE France 2 chacun, et Qualiconsulte et Cabinet de Sans Fonds, 1 chacun. Donc ça permet de voir un petit peu aujourd'hui où on en est. Nous sommes allés voir par ailleurs du côté du CAC 40 pour prendre la mesure de finalement à qui sont confiés les mandats. Nous sommes allés voir donc les votes des résolutions d'actionnaires lors des AG au printemps, et une dernière en novembre, donc ça fait 36 entreprises du CAC 40. Et on s'aperçoit que vraiment c'est les Big Five auxquels sont confiés les mandats. Deloitte et Price comptent pour la moitié. Et on va Grant Thornton qui en a 1, donc 2% de l'ensemble. Et si on regarde le détail de ces 36 entreprises du CAC 40, on voit que les 2 tiers font le choix de nommer 2 auditeurs de durabilité, comme c'est déjà obligatoire pour les sujets financiers. Et on voit que la quasi-totalité, donc là vous n'avez pas tout le tableau, mais vous l'aurez dans la dépêche à apparaître ce midi sur le fil AMF RSE. On voit que la grande majorité fait le choix de confier ses rapports CSRD au cabinet de commissaires aux comptes qui audite déjà leurs résultats financiers. Voilà, donc maintenant place aux questions, vous pouvez voir le détail dans la dépêche apparaître. Merci beaucoup Anna. Donc effectivement, j'ai noté les questions qui sont passées au fur et à mesure de ce webinaire. Peut-être la première qui me semble assez intéressante, l'un des participants demandait quelle est la recommandation que vous donneriez aux entreprises qui vont devoir commencer leur rapport CSRD là, alors les entreprises de la deuxième vague si rien n'évolue. S'il y avait un conseil que vous donneriez chacun, ça serait lequel? Moi, je dirais commencer par vous projeter sur les points de données à collecter. Il est beaucoup plus simple de collecter de la donnée au fil de l'eau que de faire ça d'un coup à la fin. Alors évidemment, ça suppose quand même que vous connaissiez déjà les points de données au départ, donc que vous ayez fait votre double matérialité, etc. Et ça vaut le coup de se lancer relativement vite dans la collecte des données pour partir de quelque chose au fil de l'eau. Ça vous permettra aussi de réaliser que certains points de données sont peut-être extrêmement compliqués à collecter et éventuellement de vous rabattre sur des options différentes, peut-être de l'estimation justement dans les premières années, etc. Alors je rejoins bien évidemment la vision de Clément, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de ne pas viser la conformité pour la conformité, mais de trouver du sens dans cet exercice et à un moment de prendre un petit peu de recul et de se demander mais qu'est-ce qui est important pour mon entreprise, quels sont mes enjeux et qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, où je veux emmener l'entreprise et quels sont les objectifs que je souhaite atteindre. Et ensuite, utiliser la CSRD pour essayer de formaliser ces politiques, ces objectifs, ces plans d'action, ces KPI, parce que ça amène une certaine rigueur, et donc ça c'est important, mais de bien définir quelle est sa vision, sa stratégie, ses objectifs, et après de rentrer dans l'exercice de conformité, et en animant ces parties prenantes internes autour de cette vision, donnant du sens à la CSRD pour embarquer les équipes. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, peut-être juste 2 outils qui peuvent être intéressants, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, c'est faire du benchmark, beaucoup de benchmark, notamment pour des structures d'entreprise qui sont similaires, en taille d'entreprise et sur l'activité, c'est intéressant, parce que ça permet aussi de se jauger. Et donc nous, on fait beaucoup de benchmark, par exemple, pour savoir comment on s'améliore et aussi, ça permet d'harmoniser les pratiques des acteurs de place. Ça, c'est important pour faire du benchmark. Et puis, le deuxième conseil, mais qui rejoint ce qui a été dit, c'est qu'il faut pouvoir avoir de la compétence en interne pour adresser ces enjeux de transformation des modèles économiques de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-traiter 100% du travail en se disant je me conforme, je réponds à l'obligation, je fais confiance à des tiers qui sont experts et le sujet il sera bien fait.
Parce que pour que le sujet soit bien fait, il faut que ça ait du sens pour l'entreprise, et donc il faut que l'entreprise inscrive ça dans son fonctionnement interne. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur l'externe, et nous on le fait, et c'est vraiment utile. Et donc je recommande aussi de s'appuyer sur l'externe, mais il faut avoir des compétences expertes en interne qui mettent en œuvre là, c'est ça. Alors, tout ce que vous venez d'évoquer, finalement, ça fait écho à deux questions qui ont été posées un peu plus tôt. D'une part, sur en termes de collecte de données, effectivement, on a parlé de données quantitatives. Comment on fait pour la donnée qualitative, notamment tout ce qui est autour du narratif? Comment on collecte cette donnée-là et comment on s'assure de la fiabilité et de la robustesse de cette donnée? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Oui, je peux expliquer. Alors d'abord, sur la partie quantitative, on a un outil en interne et notre projet est de le faire évoluer et de l'intégrer à l'outil financier pour avoir véritablement une convergence de la donnée extra-financière et financière. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire d'essayer de ne pas multiplier les outils, mais essayer au contraire d'en avoir un unique. Ça apporte beaucoup de fluidité en termes notamment de périmètre, mais aussi de fiabilité de l'information. Et sur la donnée qualitative, il faut parler aux gens dans l'entreprise en fait. Et c'est ça qui est merveilleux dans le développement durable, c'est qu'on casse les silos, on décloisonne, on est obligé d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes et des fonctions de l'entreprise pour justement bien comprendre quels sont leurs enjeux sur leur métier et comment la durabilité influence ou non justement leurs pratiques, et définir ensemble les plans d'action, les politiques, les objectifs. Donc c'est véritablement un travail d'enquêteur à mener pour identifier l'ensemble des data points qualitatifs pour répondre aux enjeux de la CSRD. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur la partie qualitatif, tu l'as dit auparavant, enfin vous l'avez tous les deux dit, pour moi ce qui fait beaucoup aussi d'intérêt, c'est la question de la stratégie, en fait, pourquoi on fait ça, quel est le sens que ça a pour l'entreprise, et ça vient irriguer quand même tout le qualitatif. Donc effectivement, la première brique, c'est quand même de se poser la question de pourquoi on fait tout ça, quelle est l'histoire qu'on se raconte, et y compris sur chacun de ces sujets dans l'entreprise, pour ensuite le transformer en data point qualitatif, etc. Je fais exprès de rebondir aussi sur ce que tu as dit, parce qu'on a fait un choix complètement opposé sur les outils, et qui vient d'une discussion qu'on a eue avec notre direction financière. Nous, on a choisi de maintenir un système de reporting pour la CSRD qui est externe au reporting financier, parce que on trouve que le reporting extra-financier, on a des outils qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus flexibles et plus agiles, et qu'en fait, on est très efficace avec ces outils-là, et qu'on a peur, à l'inverse, qu'en le collant dans des outils financiers, ça vienne alourdir un process qui aujourd'hui nous coûte peu d'argent et est simple à gérer. Je dis pas que ce sera le cas éternellement, mais c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça permet aussi à ceux qui nous écoutent d'avoir la double vision avec des stratégies assez différentes sur ce sujet. Alors nous, en fait, ce choix, si je peux le permettre, c'est aussi, on a décidé que le reporting extra-financier dans les filiales serait sous la responsabilité des DAF pour amener un certain niveau de rigueur, hein, et en fait on voit bien la fonction financière est quand même très aguerrie au reporting depuis des années, et donc ça leur permet d'échanger avec les opérationnels bien évidemment dans les métiers et de venir consolider cette donnée-là. Donc c'est aussi toute cette réflexion de processus qui nous a amené à choisir un outil qui va converger dans les années à venir. Mais effectivement, en fait, il faut jamais commencer par un outil, mais bien définir quelles sont ses ambitions, ses objectifs, le besoin métier, ses processus, et enfin mettre un outil sur tout ça. Alors c'est intéressant parce qu'on fait un peu la croisée des deux chemins. Nous, on a un outil dédié. Effectivement, on a réfléchi à tout processus de validation interne pour arriver à une donnée fiable à l'échelle du groupe qui ait été validée par des différents niveaux hiérarchiques. Mais nous, nos contributeurs principaux sont notamment les QSSE, les ingénieurs sur site qui s'occupent de l'hygiène, de la santé, de la sécurité, qui gèrent en fait toutes les thématiques environnementales. Et donc, c'est par un rush d'information vient et documenté. Donc, on avait besoin d'un système qui soit adapté à ces métiers-là, qui sont différents des métiers de gestion de la finance. Sur la partie qualitative, il faut pas se dire que si c'est parce que c'est qualitatif, c'est pas documenté. Nous, on a une documentation sur chaque data point
qualitatif. Ça c'est important de pouvoir, quand on a un postulat dans une déclaration de la conséquence financière ou dans le rapport de durabilité, d'avoir la documentation qui permet de justifier ce postulat. Il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé, c'est sur le canevas du rapport durabilité. Alors, on parlait de différentes interprétations entre les auditeurs. Est-ce que le plan du rapport durabilité est un plan très strict dans lequel on peut assez peu mettre d'informations complémentaires, par exemple d'informations volontaires, ou est-ce qu'on a une liberté plus ou moins grande d'y ajouter du contexte, d'y ajouter des analyses qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent au lecteur de mieux appréhender l'information qui est présentée. Et donc, nous, on pense que c'est important aussi que les auditeurs lâchent, entre guillemets, la contrainte sur la capacité des entreprises à faire du rapport de durabilité un rapport aussi d'explication des enjeux extra-financiers de l'entreprise. Si on reste sur un rapport coincé sur seulement la publication d'informations qui est obligatoire, on va perdre l'essence même de l'ambition initiale du Green Deal avec la CSRD, qui était de dire, voilà, on va vous expliquer en publiant plus d'informations extra-financières comment l'entreprise se transforme. Il faut laisser cette liberté d'entreprise d'expliquer, tout en publiant ce qui est obligatoire. Mais il faut laisser une liberté quant à ce qui est présenté dans le rapport de durabilité. C'est vraiment un point important, notamment pour rire. Il faut la partie greenwashing. J'ai dit tout en maintenant ce qui est obligatoire. L'important, c'est d'expliquer, de contextualiser ce qui est obligatoire. Quand on a une évolution à la hausse ou à la baisse d'indicateurs, il faut laisser à l'entreprise la capacité d'expliquer pourquoi. C'est simple. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes d'interprétation et certains disent, non, le rapport de durabilité n'a pas à rentrer dans ce niveau de détail. Pour nous, c'est un problème. Une autre question, qui a été évoquée par plusieurs participants dans le chat, c'est la question du ruissellement de la prise en compte de la CSRD dans les parcs internes, notamment au niveau des salariés. Vous avez évoqué la question du CSE, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment chez vous avez fait pour mobiliser en interne les équipes, alors au-delà des équipes RSE, à cette question de la CSRD et plus globalement de cette question de la durabilité? C'est pas Clément Jalin. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est pour moi totalement déconnecté de la question de la CSRD, même si ça vient servir à la mise en œuvre de la CSRD. L'approche qu'on a eue, nous, depuis plusieurs années, c'est d'embarquer la totalité des collaborateurs dans l'aventure de la durabilité, mais ça vient au départ d'un constat qui est porté par notre CEO et par le directoire de l'entreprise, qui est de dire ce sujet est un sujet éminemment stratégique pour l'entreprise. C'est un sujet de création de valeur, c'est directement connecté, pour être très pragmatique, à la valorisation d'un patrimoine immobilier pour notre métier, à la manière dont on va tirer des revenus sur le long terme, dont on sait gérer des risques associés à ces revenus qu'on va générer, à la création de nouvelles activités qui sont génératrices de valeur pour l'entreprise. Je vous donne un exemple, la recharge pour les véhicules électriques sur les parkings du groupe, etc., etc. Donc, embarquer les salariés, c'est d'abord parce que c'est un projet d'entreprise, qui du coup est porté par le directoire de l'entreprise. Et donc, nous, on a fait le choix assez rapidement d'apporter de la formation aux collaborateurs. On a intégré, on a dédié 2 conventions des dirigeants de l'entreprise intégralement à la durabilité. Donc, ça permet aussi de démarrer quelque part par le top et d'avoir les 100 dirigeants de l'entreprise complètement embarqués dans ce sujet-là. En faisant ça, on était à la fois très conventionnel, très consensuel, et en même temps, on les a emmenés avec un peu de provocation. On a fait venir des intervenants quand même assez décalés quelque part sur ces sujets-là. Et ensuite, on a déployé, nous, ce qu'on a appelé des roadshows. Alors, c'est un grand nom pour dire qu'en gros, on allait parler à l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise. Puis, en fait, on leur demandait d'être eux-mêmes des acteurs. Donc, on en a fait un premier dans lequel on les appelait à contribuer à l'écriture de la stratégie, en leur donnant de l'information, en leur demandant de participer. Et ensuite, on est venu leur expliquer l'aboutissement de ce travail. On est revenu dans chacun des pays, voir tous les collaborateurs pour leur en parler.
porté par les dirigeants locaux. Donc ça obligeait quelque part tout le monde à se saisir de ce sujet-là pour l'intégrer dans l'entreprise. Ça, c'est connecté avec une approche autour d'objectifs individuels, de la rémunération des dirigeants, mais qui descend très loin dans l'organisation, autour de la durabilité. Donc ça fait un package, à dire comment. C'est sûr que quand on arrive avec la CSRD là-dessus, il y a déjà un terreau quand même très fertile qui est là. Je pense qu'il y a un sujet qui était très important dans le secteur, c'était aussi de valoriser des équipes métiers, en particulier chez nous les équipes techniques, qui sont parfois un peu perçues comme la dernière roue du carrosse quelque part, alors qu'en fait ce sont les équipes qui ont toute l'expertise pour mener la transition. C'est elles qui savent comment on va faire, dans quel ordre, qui savent nous donner les budgets et qui vont conduire les travaux pour y arriver. Ça a été aussi une manière de replacer au centre des équipes comme celle-là, qui ont un rôle absolument essentiel dans le quotidien, dans la réussite de l'entreprise et de cette transition, et d'en faire des contributeurs pour qui on n'est pas juste en train de leur demander des données de consommation d'énergie, parce que c'est quand même souvent ça le sujet à la fin, mais de se dire, ah oui, en fait, si on me demande des données de consommation d'énergie, c'est parce qu'en fait, par ailleurs, on va me donner du CAPEX pour pouvoir mettre en œuvre des projets pour améliorer, etc. Donc, il y a un lien qui se fait, qui dépasse largement le sujet de la CSRD. Je rejoins complètement Clément. C'est pas la CSRD, c'est l'ESG en général, et c'est important de partir de la vision du directoire qui doit ensuite percoler dans l'ensemble de l'entreprise. Nous, depuis très longtemps, on s'appuie sur des correspondants ESG dans les filiales, alors parfois dédiés à l'ESG ou non, qui vont être de véritables ambassadeurs de nos démarches, de nos engagements, et qui vont faire vivre cette transformation au niveau de l'entreprise. Et peut-être pour illustrer aussi quelques actions concrètes, je pense que c'est important d'avoir des actions qui vont permettre de toucher l'ensemble des collaborateurs. Donc, par exemple, on a des temps forts au moment des semaines du développement durable où les membres du directoire, les fonctions corporate, moi-même, mais aussi maintenant certains membres de filiales vont communiquer à l'ensemble des entreprises leur vision, leurs engagements et concrètement comment ça se traduit pour JC2Co. Mais on fait également, par exemple, ce qu'on a appelé les ESG Awards. On a demandé à l'ensemble de nos collaborateurs de remonter leurs bonnes pratiques qui viennent transformer l'entreprise et répondre à l'ensemble de nos engagements. Et on leur a demandé aussi dans un deuxième temps de se projeter, partager des nouvelles innovations. Et là, on a vu émerger des choses assez incroyables du terrain, des choses assez low-tech, qui vont nous permettre, par exemple, de laver un abribus avec seulement 1 litre d'eau. Donc, ce sont des choses concrètes et qui permettent vraiment de faire la différence pour l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est pas suffisant parce que maintenant, si on veut aller plus loin, il faut aussi avoir des axes et des actions de sensibilisation spécifiques par métier. Donc maintenant, on est vraiment en train de déployer pour chaque métier des programmes spécifiques pour les embarquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on est acheteur? Qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille au marketing, au commerce, à la finance, pour vraiment que ça rentre dans leur métier, au quotidien, dans leurs réflexes, et qu'ils se sentent vraiment concernés par cette vision de transformation qu'on a au niveau du groupe. Donc, c'est important d'avoir des relais dans l'ensemble des fonctions, dans la filiale, et aussi d'identifier des actions spécifiques pour chaque métier pour rendre tout cela concret, parce que c'est pas évident forcément entre la vision du groupe de faire le lien avec son métier au quotidien pour nos collaborateurs. Et Pierre Burlot, ces chiffres, vous avez pris comment? Alors, nous, on a mis en fait la donnée au centre de pas mal de choses, parce que quand on a en 2020-2025, on a commencé à structurer des politiques environnementales à l'échelle du groupe, parce que on avait, nous, à l'échelle de chaque site, des politiques de conformité réglementaire, d'amélioration continue. Voilà, c'était dans la donnée du groupe séché. Et après ces années 2020-2021, on a commencé à mettre en place des plans de transition à ce que la CSRD appelle des plans de transition maintenant. C'est comment à l'échelle du groupe, on a des impacts. Et comment, en dehors même de la conformité réglementaire de chaque site, on va réduire ces impacts. Et donc, comment on va se décarboner, comment on va faire plus de sobriété hydrique, énergétique, comment on va préserver la biodiversité, comment on va réduire les polluants, avec toujours cette double facette pour nos sites et pour ceux de nos clients, parce qu'on a toujours ce double regard. Et on s'est vite rendu compte que
pour établir un plan de transition solide, il faut une donnée fiable. C'est-à-dire que si on commence à établir des diagnostics pour construire des plans d'action sur lesquels on met des budgets, on met des moyens humains et financiers, si les diagnostics sont mauvais, en fait, on va partir dans la mauvaise direction. Et donc, on va avoir un plan de transition qui sera mal calibré et on ne sera pas efficace. Et donc, les premières années, en parallèle de la constitution du plan de transition, c'est-à-dire typiquement quels sont les principaux enjeux de décarbonisation, de réduction des polluants, voilà, on fait cette liste et qu'on priorise. Bon, enfin, on a fait en amont un travail de solidification de la donnée, et donc on a donné les moyens aux équipes opérationnelles d'avoir du temps consacré pour avoir une fiabilité de données forte sur laquelle ensuite on pouvait s'appuyer pour déployer le plan de transition, parce que il faut se rendre compte. Alors, nous, on est une industrie un peu lourde. Ça demande des chèques, une circulaire, c'est du temps long, aussi comme dans l'immobilier. Typiquement, notre stratégie de décarbonation, elle prévoit moins 25% d'émissions d'ici 10 ans. Ça veut dire une évolution annuelle aux alentours de 2 à 3%. 2 à 3%, ça peut être la marge d'erreur d'un indicateur. Et donc, comment suivre une information fiable si on veut décarboner quand chaque année, l'indicateur peut évoluer sans même avoir rien fait d'un point de vue de sa décarbonation, de plus ou moins 2 à 3%. Alors là, on avait effectivement mis beaucoup de moyens pour fiabiliser avant de pouvoir ensuite déployer. C'est extrêmement important. Vous venez d'évoquer la question des moyens, c'était également l'une des questions. Est-ce que vous pouvez nous détailler concrètement, en termes de RH et en termes financiers, si c'est des informations que vous pouvez partager, quel est le coût pour vos entreprises de la mise en place de la CSRD? Je pense que ça prend aussi bien la question de l'audit que de l'accompagnement de vos entreprises. D'ailleurs, chez Unibake, j'ai vu que le fait que vous aviez évoqué que le premier exercice a été fait de manière autonome a suscité beaucoup de questions chez les participants. Peut-être pour répondre à ces questions, nous, on a fait appel à du conseil en externe pour une double matérialité. C'est quelque chose qui nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros, donc un coût qui est quand même assez faible pour faire ce travail. Aussi parce que, comme je pense mes camarades autour de la table, on avait déjà fait quand même pas mal d'exercices de matérialité, donc on partait pas de zéro non plus pour faire ce travail. Mais aussi parce que vous pouvez travailler sur la double matérialité de manière extrêmement flexible, en internalisant une partie, en laissant un conseil faire une partie. En fait, le fonctionnement peut être assez flexible et à la hauteur des moyens que vous avez à votre disposition. Sur la partie humaine, qui est peut-être celle qui pose le plus de questions, nous, on est 2,5 ETP qui travaillent, j'allais dire, à temps plein sur ce que j'appelle la performance durable. Évidemment, c'est en gros 6 mois de l'année dans lequel c'est que, j'allais dire, de la CSRD ou assimilé. Le reste du temps, c'est plutôt du lien avec les investisseurs, agences de notation extra-financière, production d'informations aussi pour l'interne, parce que la gestion de la performance, enfin, je pense que tout le monde l'a évoqué autour de la table, c'est vers l'externe, mais nous, c'est aussi production de tableau de bord, retour vers les différentes filiales, en l'occurrence les différents pays pour ce pilotage, et l'amélioration des plans d'action. Donc, ça vous donne un peu les ordres de grandeur. Ce que ça cache, pour être complètement transparent avec vous, et que je ne sais pas chiffrer aujourd'hui, c'est l'implication de toutes les autres parties prenantes autour de ce sujet. Mais de notre côté, on n'a pas changé significativement la taille des équipes pour la CSRD. À nouveau, contexte d'entreprise, côté relativement grande taille, même si on n'est que 2500 collaborateurs chez nous, et qui produisait des DPEF depuis un certain temps. Ce qui fait qu'il y a un gros déséquilibre par rapport à ce que disait Pierre-Yves sur le 1 jour d'audit. Je me le suis noté parce que je le trouve intéressant. 1 jour d'audit, 3 jours de préparation. C'est-à-dire que concrètement, nous, on a probablement multiplié par moins de 3 notre budget d'audit en ayant réussi, j'allais dire, à contenir ces coûts autant que possible. On n'a clairement pas multiplié par 3 les ressources qui sont en face. C'est quand même un sujet, et ça se fait bien. Je ne dirais pas que c'est simple, mais on est en train de passer la marche là cette année. Léné Pinault, tout à l'heure, vous évoquiez une équipe de à peu près 20 personnes dans votre service. Du fait sur la CSRD, combien Alors,
Je dirais qu'on n'a pas non plus identifié des personnes spécifiques à la CSRD, mais c'est plutôt dans l'ambition globale de l'entreprise de réaliser cette transition. On a besoin pour le moment d'avoir des experts au sein de mon équipe qui vont venir animer cette démarche globale. Si on regarde sur la partie performance extra-financière, aujourd'hui on a 5 personnes. À la tête de ce pôle, on a une personne qui vient de la finance et donc très aguerrie au reporting et qui connaît bien les enjeux de l'entreprise. Donc ça nous aide beaucoup. Donc déjà, le recrutement en interne d'experts peut faciliter les choses. Et ensuite, on a 2 personnes qui sont vraiment sur le reporting extra-financier, puisqu'on a un reporting financier extra-financier au trimestre. Ça aide également énormément en termes de périodicité pour pouvoir piloter au mieux sa performance et rectifier le tir si nécessaire. Mais c'est vrai que ça demande des ressources humaines pour le gérer au niveau du corps et en local. Et ensuite, on a une personne qui est en charge du budget ESG, alors sur 6 mois de l'année environ, puisqu'on a décidé de mettre en place ce processus aligné au processus budgétaire financier, où chaque année, les entreprises, les filiales vont définir leur stratégie, les moyens nécessaires pour l'atteindre, y compris l'extra-financier. Donc, associés à leur objectif de décarbonation, quelles vont être les ressources nécessaires pour y arriver en termes de CAPEX, OPEX. Donc, on a une personne qui chapeaute cet exercice-là, en plus d'autres missions, évidemment, de communication extra-financière. Et on a une personne qui est en charge plutôt de tout le rapport de durabilité et de toute la valorisation de ces éléments avec nos différentes parties prenantes. Et on a qui gère aussi tous les comités de vigilance, etc. et tous nos organes, toutes nos instances de direction. Donc on a 5 personnes qui sont vraiment la clé de voûte sur toute la communication extra-financière, mais après, en fait, ce sont des relais dans les métiers, et moi non plus, je ne peux pas véritablement le chiffrer aujourd'hui, et ça doit faire partie maintenant du quotidien de l'ensemble de nos collaborateurs, et ça doit s'intégrer dans leur mission. Merci Pierre Bourneau. Oui, rapidement, on est un peu sur le même format, c'est-à-dire une équipe de 2 personnes qui s'occupent purement de la donnée extra-financière. Nous, on les a scindés France internationale parce qu'on a 2 contextes assez différents et puis 2 périmètres qui se ressemblent en termes de taille. Et ensuite, l'équipe est composée de plus de 8 personnes qui sont en charge des plans de transition. C'est-à-dire qu'on a des gens sur le climat, on a des gens sur l'eau, des gens sur l'énergie, on a des gens sur la biodiversité, on a des gens sur les polluants, qui sont là à l'échelle du groupe pour s'appuyer sur les diagnostics, établir des plans d'action et ensuite les dérouler pour répondre aux objectifs du groupe. Et donc c'est pour ça que nous on a voulu associer aux directions de développement durable la partie effectivement données, transparence, publication, mais également action pour mettre en place les changements de modèle et réduire nos impacts autant que nos clients. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un replay sera disponible dans les jours à venir sur le site d'AEF Info, ainsi qu'une dépêche qui reprendra les principaux éléments de ces échanges. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3 et bonne journée. Merci.